As I was walking down Federal Street, yo-ho, blow the man down, a rowdy landlubber, right? Vous avez rappelé hier Le Roi en jaune de Chambers et surtout pour une collection audio, hein, c'est bien ça, Les Montagnes hallucinées. Il est contributeur de la monographie Lovecraft au cœur du cauchemar et auteur du guide Lovecraft qui est paru chez ActuSF. Et aujourd'hui, je pense qu'il va nous faire part un petit peu de son expérience du rapport sonore qu'il a pu avoir avec le texte de Lovecraft et avec le problème de traduction. Enfin, je ne sais pas du tout, j'anticipe. Peut-être qu'il va nous parler de musique après tout. Non plus. Bon, ben, on va voir de quoi il va nous parler. Ça s'intitule, voilà, c'est affiché, Lovecraft dans nos oreilles. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de cet événement de m'avoir donné un créneau pour parler. Et puis merci à toutes les personnes courageuses et courageux présents pour être venus assister à cette petite causerie dans une démarche tout à fait non Lovecraftienne, plutôt que de rester tranquillement à dormir. Donc Lovecraft dans nos oreilles, je vais tout de suite briser le suspense et vous annoncer qu'on va parler de médias audio. Et je ne vais pas vous fournir une analyse réfléchie et approfondie des choses, mais plutôt un petit tour d'horizon des différentes formes sous lesquelles on retrouve Lovecraft, sous une forme plus ou moins pure, dans des médias audio. Alors je vais compter sur Monsieur le Président de séance pour me timer un petit peu et me prévenir quand j'en serai une vingtaine de minutes à peu près, hein, ça m'aidera, parce que là je suis un petit peu en impro. Donc je ne vais pas revenir sur moi-même en détail, mais le bouquin qui est en bas à droite, le guide Lovecraft, en fait c'est lui qui m'a donné l'occasion de cette réflexion quand Jimmy Legaldo m'a proposé de venir participer et m'a proposé de trouver un sujet. Eh bien j'ai pensé à développer un chapitre qui se trouvait dans ce guide Lovecraft, qui au milieu des adaptations ou des liens de Lovecraft avec la musique, différentes formes de jeux, etc., parlait des adaptations audio, une chose dont on ne parle pas très souvent finalement. Alors, voilà, donc je reviens très rapidement. Le média audio en général. Alors, je vais vous remettre en tête une petite ritournelle d'il y a quelques années, Video Killed the Radio Stars, pour vous dire que finalement c'est pas vrai. L'audio n'a pas été tué par la vidéo, malgré le développement considérable de la vidéo qu'on a pu voir avec des médias comme YouTube, des plateformes comme YouTube, qui rassemblent aujourd'hui, enfin je ne sais pas, en nombre de vues et en nombre de contenus proposés, le nombre de milliards de choses qu'il y a là-dedans. Mais il se trouve que paradoxalement, malgré cette explosion de la vidéo, d'une part, l'audio n'est pas mort, puisqu'on retrouve les web radios, on retrouve les podcasts, qui ont une vie tout à fait tonique. Et puis, le plus grand paradoxe, c'est que YouTube lui-même contient une grande quantité de contenus qui sont purement audio, dans lequel l'audio joue le premier rôle, alors que les images n'ont qu'un rôle un peu décoratif, c'est-à-dire puisqu'on fait une vidéo, il faut des images, donc on met une image fixe, ou on met quelques images pas très élaborées. Je pense que l'avantage de l'audio, c'est d'une part qu'il a un usage qui est tout à fait réel. Par exemple, c'est facile d'écouter de l'audio sans avoir une vidéo à regarder quand on conduit ou quand on est dans les transports. Hein, moi-même, personnellement, tous les jours, voilà, dans les transports en commun, j'aime bien avoir des choses dans les oreilles. Et on voit d'ailleurs que les audiobooks se développent petit à petit avec des labels comme Audible. Et puis, il y a aussi un truc intéressant, c'est que le média audio, même s'il demande une grande créativité, et on va voir qu'il y en a des exemples qui sont pas mal, s'il peut demander une grande créativité, demande quand même moins d'investissement et moins de moyens matériels, et puis surtout des équipes moins nombreuses que le média vidéo. Il est plus facile de faire du montage audio que du montage vidéo, il est plus facile de susciter l'imagination. Et Lovecraft, avec son insistance justement sur une suggestion qui passe par les mots, est peut-être particulièrement adapté à ce média audio qui permet de contourner la traditionnelle problématique de l'adaptation filmique qui est comment montrer l'immontrable.
Là, il n'y a pas comment dire l'indicible, puisque l'indicible est déjà dit par Lovecraft lui-même, et il faut donc le redire de la manière la mieux assaisonnée qui soit, je dirais. Alors, j'ai trouvé trois grandes catégories de ces adaptations audio dont je vais vous parler. La première sera la simple lecture de texte, plus ou moins élaborée. La deuxième sera la dramatisation, où on est déjà à un niveau au-dessus. Et puis je terminerai avec quelque chose qui est un peu alien, hein, et qui intègre toutes sortes de médias artistiques, dont des extraits de textes qui sont lus. Alors la lecture de texte, eh bien, on a un grand classique dont j'ai envie de parler, dont un certain nombre de gens ici se souviennent peut-être, Le Monstre sur le seuil, lu par Jacques Dufilot, dont nous allons tout de suite entendre un extrait. Je vous ai fait un certain nombre d'extraits d'une ou deux minutes. Les visites de mon ami commencèrent à devenir plus fréquentes, et il se laissa aller à certaines confidences parfaitement incroyables qui me firent craindre pour sa raison. Il me parla de terribles réunions dans des lieux solitaires, de ruines cyclopéennes au cœur des forêts humaines sous lesquelles de vastes escaliers descendaient jusque dans des abîmes mystérieux, d'angles compliqués menant à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps, de hideux échanges de personnalités permettant d'explorer des lieux interdits dans d'autres sphères. Voilà, donc vous voyez que la voix d'un acteur comme Dufilot est particulièrement adaptée à la narration de ce genre de choses, et vous allez le voir encore plus quand on a un extrait où on passe de cette espèce de calme menaçant à un passage qui est davantage du domaine de l'hystérie. Vers la Noël, un soir qu'il se trouvait chez moi, Édouard eut une crise terrible. Alors que je lui exposais mes projets de voyage pour l'été, il poussa un cri perçant et se leva d'un bond de son fauteuil, tandis que son visage exprimait une épouvante cosmique. « Mon cerveau, oh mon Dieu d'âme, elle me tire vers elle. Depuis l'au-delà, elle frappe, elle crie. C'est diablesse, oui, à l'instant même. Ephraim, Karog, la fosse aux sonotes. Ia, Sudnegrat, le bout comme les chevaux, la flamme au-delà du corps, au-delà de la vie, dans la terre. » Voilà, bon, on voit que l'acteur a quelques petits soucis parfois avec les noms Lovecraftiens, mais ça ne nuit pas à l'efficacité de sa diction, de son rendu, ce qui est tout à l'honneur de son talent. Voilà, donc c'est un... Alors, petit refrain qui va revenir souvent. C'est quelque chose, évidemment, on n'en est plus à chercher des cassettes ou alors de les trouver sur eBay, mais c'est une chose qu'on peut trouver sur YouTube. Voilà. Alors, il se trouve que... alors, pourquoi j'ai dit le même texte? C'est pas du tout le même texte. Là, on parle de Dunwich Horror et non pas du monstre sur le seuil. Ah non. L'illustration représente bien effectivement l'adaptation en cassette de Dunwich Horror, mais l'extrait sonore, c'est bien le même texte, c'est-à-dire Le Monstre sur le seuil, lu cette fois par Robert M. Price. Alors, Price est un des grands noms de Lovecraft. On se souvient, ou vous vous souvenez peut-être, des anthologies chez Chaosium, le cycle de ceci, le cycle de Yog-Sothoth, le cycle de Cthulhu, etc. Et puis, Price est en fait, il est où il était théologien. Et donc, c'est quelqu'un qui est rompu à la pratique oratoire dans le cadre de la prédication. Alors, il a raconté un jour qu'il s'est fait éjecter de son église, qui était de je ne sais plus quelle dénomination, quand il a déclaré Lovecraft comme son sauveur et seigneur personnel, selon la formule consacrée de la prière des Born Again, que vous avez peut-être reconnu. Et pour autant que je sache, je ne pense plus qu'il soit spécialement croyant aujourd'hui. Enfin voilà, Price est encore... on a rappelé, Philippe Marlin a rappelé hier que Price était l'animateur de Crypt of Cthulhu, donc un fanzine important qui a toujours... qui présente aussi bien de la fiction que des articles critiques. Donc, je vais vous passer un petit extrait du Monstre sur le seuil, lu par Robert Price. Si il veut bien. Death, for God's sake, the pit of the Shiggoths, down the 6,000 steps, the abomination of abominations. I never would let her take me, and then I found myself there. Ia Sham Niggeroth. The shape rose up from the altar, and there were 500 that howled. The hooded thing bleated, Kama,
Kmart, that was old Ephraim's secret name in the coven. I was there. Well, she promised she wouldn't take me. A minute before I was locked in the library, and then I was there, where she had gone with my body in the place of an utter blasphemy, that she's an unholy pit where the black realm begins and the watchers guards the gate. I saw a Shigel. It changed shape. I can't stand it. I'll kill her if she ever sends me there again. I'll kill that entity. Her, him, it. I'll kill it. I'll kill it with my own hands. Donc vous voyez que la vision d'un Shoggoth est de nature à faire basculer la santé mentale d'un narrateur et également à mettre à l'épreuve le talent oratoire d'un acteur ou de quelqu'un qui n'est pas acteur, puisque Price n'est pas acteur, mais voilà. Ça demande en tout cas un certain talent, hein. On voit que s'attaquer à la lecture, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, en particulier quand il y a des passages comme celui-là. Alors, je vais vous dire un petit mot, je vais revenir sur les éditions Libellus, voilà, qui pour moi était une très très belle initiative. Libellus était un éditeur audio qui a édité des CD, alors d'abord c'était en format CD classique, ensuite ça a été des CD MP3, avec des classiques de l'imaginaire. Donc il y a eu Le Voyageur imprudent de Barjavel, il y a eu Le Guide du routard galactique de Douglas Adams, il y a eu La Nuit des temps de Barjavel également, il y a eu un Jules Verne dont je ne me souviens plus du titre, et puis donc il y a eu Les Montagnes hallucinées, donc je vais vous passer un petit bout. Donc comme je vous ai dit, voilà, j'ai travaillé sur cette traduction. Là on est dans un degré supérieur parce que on a des différents acteurs pour les voix. On n'a plus la même personne qui fait les voix des différents personnages. On a différents acteurs, on a des effets sonores. Donc vous allez voir par exemple que les bulletins radio dans Les Montagnes hallucinées ont été faits avec des crachotements qui imitent le son d'une radio. Et puis il y a des petits passages de musique. Alors j'ai appris donc que Alexis Brun, qui était un des animateurs des éditions Libellus, est toujours actif dans le domaine de l'édition de livres audio, et que sur son label qui s'appelle Lyre, comme une lyre audio, on trouve un certain nombre non seulement de nouvelles de Lovecraft en audio, mais également de recueils de lettres. Si je ne me trompe pas, c'est les 2 moitiés de l'année 1929 qui sont passés en lettres dans une nouvelle traduction. Alors vous trouverez sur YouTube, vous trouverez tout ça sous Lyre audio en un seul mot. Si ça vous intéresse, ça peut être des choses intéressantes à entendre pour voir quel rendu en est donné. Je vais vous passer un petit bout des Montagnes hallucinées, le récit de la découverte pour commencer. 23h30. D'ailleurs, Peybody, Douglas, écoutez bien, affaire plus haute importance. Arcaf doit prendre immédiatement contact avec station Kingsport. Étrange spécimen en forme tonneau et bien chose archéenne qui a laissé empreinte dans roche. Mills, Boudreau et Fowler découvrent un groupe de 13 autres sous terre à 10 mètres de l'entrée, mêlés avec mystérieux fragments stéatites étrangement lisses et arrondis plus petits que précédents. Forme d'étoile, mais sans cassure sauf en certains points. 8 des spécimens organiques apparemment parfaits, avec 12 appendices, les ailes douces remontées, chiens tenus à distance, ne peuvent pas les sentir. Écoutez bien description et répétez exactement. Journaux ne doivent pas se tromper. Longueur totale des objets, 3 mètres. Torse à 5 crêtes, 2 mètres diamètre au centre, 30 cm aux extrémités. Grille foncée, flexible, extrêmement résistant. Ailes membraneuses, 2,50 mètres de long. Voilà, vous voyez donc le bulletin rendu avec cette fausse voix de radio. Ouais. Une chose qui était très novatrice, et puis en fait on se rend compte que maintenant, je ne sais pas si il vous arrive de regarder certaines émissions à la télé, et vous voyez quand vous avez une personne en VO en particulier anglophone qui parle dans une radio et qui crachote, et bien c'est rendu par un voice-over français qui crachote également, ce que je trouve un petit peu énervant, mais en tout cas là on est dans une intention artistique et donc c'est tout à fait admissible. Un petit bout, j'espère ne pas trop abuser du temps, un petit bout de la conclusion également. Tout ce que Don Force a daigné me dire, c'est que cette ultime horreur n'était qu'un mirage. Ce n'était pas, a-t-il déclaré, une chose en rapport avec les cubes et les nuages de vapeur jaillissant du réseau de cavernes sillonnant ces montagnes hallucinées que nous avions traversées, mais plutôt une simple vision démoniaque et fantastique, sur fond de nuages rougeoyants, de ce qui gisait au-delà de ces autres montagnes violettes de l'Ouest que les anciens redoutaient au point de les éviter.
Il est probable qu'il ne s'agissait que d'une illusion née des éprouvantes expériences que nous venions de vivre et du mirage réel, mais que nous pouvions alors identifier comme tel, qui, la veille, près du camp de Lake, nous avait donné un aperçu de la cité morte au-delà des montagnes. Pour Don Force, cependant, cette vision est apparue si vraie qu'il continue à en souffrir. En quelques rares occasions, il a murmuré des phrases incohérentes et irresponsables qui mentionnaient la fosse obscure, le rebord sculpté, les proto-chogotes, les solides sans fenêtre à 5 dimensions, le cylindre sans nom, l'antique phare, Yog Sothoth, la gelée blanche primordiale, la couleur tombée du ciel, les ailes, les yeux dans les ténèbres, l'échelle lunaire, l'original, l'éternel, l'immortel, et d'autres conceptions bizarres. Mais lorsqu'il redevient lui-même, il répudie toutes ces fantaisies qu'il attribue aux lectures macabres de sa jeunesse. Il est vrai que Danforth fait partie des rares personnes à avoir osé lire jusqu'au bout l'exemplaire rongé au vert du Necronomicon, gardé sous clé dans la bibliothèque de l'université. Voilà, vous apprécierez au passage le rendu de cette voix un peu neutre, particulièrement bien choisie à mon avis. Alors voilà, on va maintenant parler de YouTube, évidemment, on peut pas s'en passer. Alors, je vous recommande particulièrement une chaîne qui s'appelle Howard P. Lovecraft, sur laquelle il y a un grand nombre de lectures, de reportages, de différentes choses qui sont rassemblées. C'est une espèce de mini-portail. Voilà. Donc ça, c'est un truc très intéressant. Et puis, vous avez également des gens qui ont créé leur propre chaîne pour mettre leur propre série de lecture. Alors, j'ai envie de mettre en avant quelqu'un qui œuvre sous le pseudo de Tindalos, que je trouve particulièrement talentueux, qui œuvre à la fois dans le domaine de la lecture, avec un très bon rendu, et puis de la musique. Il a expliqué d'ailleurs qu'il pratique la musique avec une espèce de processus quasi occulte, dans lequel il fait correspondre les lettres avec différentes notes de musique, et donc son thème préféré a été créé à partir des lettres du nom Howard Phillips Lovecraft. Je ne saurais donner la moindre idée de ce à quoi il ressemblait, car c'était un mélange de tout ce que cette terre peut comporter de malpropre, d'étrange, d'indésirable, d'anormal, de détestable. C'était l'horrible incarnation du pourrissement, de l'antiquité et de la dissolution. Le fantôme putride, dégoulinant, d'une révélation malsaine. Vous aurez reconnu, je suis d'ailleurs, le moment où on aperçoit quelque chose dans ce qu'on croit être encore un encadrement de porte. Un petit extrait j'ai dit que donc, ce monsieur faisait également de la musique. Un petit extrait musical pour que vous voyez de quoi il s'agit. C'est uniquement par instinct que je m'estimais semblable aux jeunes êtres que je voyais en dessin ou en peinture dans les livres. D'ailleurs, c'est par la jeunesse que j'expliquais le peu de souvenirs que j'avais. Entretient l'ambiance. Alors il s'est également amusé sur d'autres types de nouvelles à varier les ambiances, et par exemple pour je crois que c'est pour le terrible vieillard, à faire une ambiance de bistrot de marin avec accordéon, etc., mais toujours sur le même type de thème. Je vais vous passer un tout petit extrait pour dire que le talent finalement c'est une denrée qui n'est pas toujours si bien partagée que ça. Nous avons ici une lecture de l'appel de Phillips Lovecraft. L'appel de Cthulhu. Document retrouvé dans les papiers de feu Francis Whelan Thurston de Boston. Il est fort probable que de telles entités, de telles puissances aient laissé des vestiges d'une ère infiniment lointaine, où la conscience adopta peut-être des formes
étaient des aspects disparus bien longtemps avant le déferlement de la marée humaine. Des formes oubliées dont seule la poésie et la légende ont perpétré le souvenir fugace, en les nommant dieux, monstres et autres créatures mythologiques de toutes sortes. Algernon Blackwood. Chapitre 1. L'abomination d'argile. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance cerné par de noirs océans d'infini, sur lesquels nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. Vous reconnaissez la célèbre citation. Donc voilà, il y a un effort assez louable d'ambiance musicale qui est fait, mais le rendu vocal lui-même, par contre, est un petit peu discutable, en particulier la décision d'avoir pris un ton de voix différent pour la citation initiale, qui donne une image assez baroque. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est du travail, et je dirais même du talent. Alors, un petit mot maintenant sur les dramatisations. Là, on n'est plus dans la simple lecture, on est dans une véritable adaptation, avec intervention de plusieurs acteurs, de bruitage, de musique, etc., mais surtout un découpage qui est différent, qui ne reprend pas strictement le texte, mais qui en fait une véritable adaptation dramatique. Alors, on a une tradition en France de théâtre radiophonique qui est représentée par Radio France et en particulier par France Culture. On trouve entre autres, soit sur leur site en podcast, soit sur YouTube, des rendus de Des ombres sur Innsmouth, donc c'est le titre qui a été donné au cauchemar d'Innsmouth, La couleur tombée du ciel, La chose sur le seuil, et puis Chuchotement dans la nuit. Donc vous reconnaîtrez peut-être que c'est un texte donc traduit par François Bon, donc qui a changé un petit peu le titre qu'on donne traditionnellement, qui était celui qui chuchotait dans les ténèbres. Voilà. Alors, ces différentes adaptations sont rediffusées sur France Culture périodiquement. Il faut saluer le travail qui est fait, parce que là, on a vraiment des gens qui sont des professionnels aussi bien du son que des acteurs audio, de la musique. Un petit extrait des ombres sur Innsmouth. Après, un petit car gris sale, extrêmement délabré, a dévalé State Street à grand bruit et s'est arrêté près de moi au bord du trottoir. Les trois passagers, bruns, négligés, l'air morose et assez jeunes, sont descendus en silence, presque furtivement. Je me suis approché du fameux Joe Sargent, le chauffeur, dont avait parlé l'employé de la gare. Une répugnance instinctive que je ne pouvais ni expliquer ni réprimer m'a aussitôt envahi. Il avait une tête étroite. Porte de l'enfer. C'est le vieux capitaine Obed Marsh qui a tout fait. Qui a trouvé dans ces îles de la mer du Sud des choses qui n'ont pas fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait, ce capitaine Marsh? Dans ce temps-là, ça allait mal pour tout le monde. Le commerce dégringolait, les usines n'avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis, les meilleurs de nos gars avaient été tués dans la guerre civile. Obed Marsh, lui, il avait 3 bateaux sur l'eau. Jamais il n'y a eu personne comme le capitaine Obed. C'est un vieux suppôt Satan. Bon, vous voyez non seulement le travail des acteurs, mais aussi la nécessité d'arrondir un petit peu les angles dans les dialogues de Lovecraft qui parfois peuvent manquer de naturel. Là, il faut que ça passe vraiment très naturellement. Bon, j'ai pas... Ah oui, si, quand même. Un petit coup de... Parce que là, voilà, dans Chuchotement dans la nuit, on a ce passage donc, où le narrateur reçoit l'enregistrement du phonographe
et où il entend des choses assez fascinantes. Et on peut se demander comment ça a été rendu. Eh bien voilà. Le Seigneur de ses lois, sa puissance désormais, ainsi depuis la nuit jusqu'au Cet enregistrement, je l'ai réalisé vers 1h du matin, le 1er mai 1915, près de l'ouverture fermée de la grotte, là où le versant ouest de la montagne noire tombe dans les marais, un lieu qui a toujours été réputé pour ses voix étranges. Le phonographe et la membrane enregistreuse n'avaient pas fonctionné uniformément bien. Cela semblait lointain, étouffé. C'est avec un fond de peur primitive et de répugnance que je soulevai le bras et écoutai le crissement préliminaire de la pointe de saphir. Alors vous voyez un effet que la version audio peut réaliser par rapport au texte, qui est la superposition de plusieurs voix ou plusieurs lignes vocales. Là en particulier, donc on a l'enregistrement et puis un petit bout de narration, plus la musique évidemment qui a une coloration SF qui est assez adaptée. Alors, un mot à dire évidemment de la H.P. Lovecraft Historical Society. Non seulement cette bande de rôlistes très créatifs et très bricoleurs ont réalisé les 2 films dont on a déjà parlé, mais ils ont également mis en place un Dark Adventure Radio Theater, qui est un hommage au Mercury Theater des années 30, donc la fameuse guerre des mondes dont la légende, qui est plus belle que la réalité, raconte que Orson Welles a terrorisé l'Amérique avec. Là, on est vraiment dans une ambiance années 30, de la même façon qu'ils ont réalisé leur film, avec un hommage vraiment... Alors, ils ont non seulement adapté un certain nombre de nouvelles en théâtre radiophonique, mais ils ont réalisé des bandes annonces, dont je vais vous en proposer une. Alors, peut-être pas celle-là, voilà, Shadow of Time. Tales of intrigue, adventure, and the mysterious occult. This is Dark Adventure Radio Theater. Today's episode, H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time. I saw something in the Australian desert on the night of July 17. We all must be prepared to accept notions of the cosmos and of our place in the seething vortex of time. And we must be on guard against a lurking peril which may impose monstrous and unguessable horrors. Mr. Peasley, are you all right? No. Nathaniel, you had some kind of fit while teaching your class. Do you recognize me? With certainty. Your familiarity is abundant. That's not Dad. I never met anyone with amnesia. Clearly you remember who you are. I do. In my case, I have no recollection of the years of 1908 to 1913. I've seen the things from your dreams. Great stone blocks with writing on them. Great God. I'm no psychologist, but I'd say he's off his rocker. The man just went through some kind of intense psychological trauma. What happened that night in the desert? Here and there I saw those primal cyclopean blocks. At moments, I fancied I saw those conical horrors moving about. I flew through the hellish vault. A torrent of wind and shrieking seemed to curl and twist purposefully around, like a noose or lasso thrown around me and pulled me back. You should have run right then. This is the end of my experience. Dream, madness, and memory merged wildly together in a series of fantastic fragmentary delusions. Yes, what a story. I'm afraid that's just the beginning of my story. Vous voyez le talent qui est mis en œuvre là-dedans. Voilà, moi je
suis assez impressionné. Le choix des effets sonores, vous avez entendu les sifflements que le malheureux narrateur entend quand il va explorer les catacombes dans le désert australien. Eh bien, voilà, c'est assez bien rendu. Alors, un dernier petit mot, donc ma conclusion, qui n'est pas une conclusion, qui est juste un dernier passage de Tour d'horizon. Du texte à la musique, j'ai découvert le travail de Michel Titra-Schneider, l'oratorio de l'Indicible. Une œuvre multimédia qui mêle une musique qualifiée de acousmatique, quoi que ça puisse vouloir dire, de la danse et des fragments de texte. Je vais vous en passer un tout petit bout et puis ce sera la fin. Si ça marche. Alors, il y a une autre manière de faire. Ah, on est bloqué. Bon, les liens YouTube ne fonctionnent pas de façon optimale. Et vous allez peut-être être obligé de me croire sur parole. Donc notez ce nom, l'oratorio de l'Indicible. Vous regardez ça sur YouTube et vous allez voir un spectacle, un enregistrement qui dure environ 7 à 10 minutes, d'un spectacle total, je dirais, dans lequel il y a des passages, alors c'est chapitré, selon différentes catégories Lovecraftiennes, et puis il y a de la danse de type Buto, de type japonais, cette espèce de danse apocalyptique, influencée par des retombées radioactives. Voilà, c'est quelque chose de spécial. Je ne sais pas si on peut parler d'adaptation, mais en tout cas, il y a du Lovecraft dedans et l'esprit est présent. Donc voilà la fin de ce petit tour d'horizon. Je vous remercie pour votre attention. On va faire le tour des choses. As I was walking down Federal Street, yo-ho, blow the man down, a rowdy landlubber I chanced for to meet. Give me some time to blow the man down. He said he was lost, could I show him the way? Yo-ho, blow the man down. And though I well knew it, I never would say, give me some time.